Au départ, cela ressemble à une scène ordinaire. D'abord, un ouvrier, une pelle, un sol boueux. Ensuite, une tranchée dans l'Alameda centrale, au cœur de la ville, et un bruit régulier de fer contre la terre. Puis, à environ 5 mètres, quelque chose tranche avec la glaise sombre. En effet, ça luit. À première vue, on penserait à un galet poli par le temps. Toutefois, la matière ne trompe pas. C'est de l'or pur. Par conséquent, un peu plus de 2 kilos d'histoire remontent soudain à la surface, comme si 4 siècles et demi venaient d'un coup de s'effacer. Or, ce que personne ne sait encore, c'est que ce fragment n'est peut-être qu'un éclat d'un secret plus vaste, le vestige d'un trésor dont on murmurait le nom depuis l'époque de Moctezuma. Ainsi commence notre histoire. D'abord, il faut situer le décor. Autrefois, ici s'étendait un monde d'eau et de chinampas, un labyrinthe de canaux où l'on glissait silencieusement. Puis, il y a eu la conquête, la chute de Tenochtitlan, la refonte du paysage. Depuis, les rues modernes couvrent les anciennes rives, et sous l'asphalte sommeille la mémoire. En d'autres termes, la ville marche, tous les jours, au-dessus d'un palimpseste d'éclats et de pertes. De temps à autre, un chantier l'entr'ouvre et la lumière s'y engouffre. Pourtant, ce premier éclat n'est qu'un pivot narratif. D'un côté, il confirme une intuition ancienne. De l'autre, il relance une question obsédante. Combien reste-t-il d'or au fond des anciennes eaux du Texcoco? Combien de lingots, de bijoux et de pierres ont-ils été engloutis une nuit précise qui a pris, depuis, un nom terrible? Car si l'on remonte le fil des événements, on arrive tôt ou tard à la noche triste. Et c'est ici que tout se noue. Revenons donc à l'année 1920. D'abord la tension, ensuite la décision, enfin la fuite. À la fin de juin, à minuit, Hernán Cortés et ses hommes quittent Tenochtitlan sous la menace. Ils portent ce qu'ils estiment être l'essentiel, c'est-à-dire le plus lourd, des barres d'or refondues à partir de bijoux impériaux, des gemmes et des plaques martelées. Pour aller plus vite, ils ont fondu les pièces en lingots. Cependant, l'or, s'il se concentre, pèse davantage. Par conséquent, la colonne s'enfonce sous la charge. Les pas ralentissent, les ponts craquent, les cris montent. Bientôt, des soldats trébuchent, s'accrochent, disparaissent. D'un coup, l'obscurité fait taire les noms. Ainsi, l'or qui devait les sauver devient ce qui les tire vers les profondeurs. À ce moment-là, tout se disloque. D'une part, des embarcations lourdes s'emplissent des coules. D'autre part, les hommes agrippés à leur charge n'arrivent plus à choisir entre vivre ou garder ce qu'ils tiennent. En définitive, la lagune referme ses mâchoires sur les métaux et sur ceux qui les convoitent. Ce que l'on sait, c'est qu'environ 600 Espagnols meurent cette nuit-là. Ce que l'on devine, c'est que l'occasion de récupérer la majeure partie du trésor disparaît avec eux au même instant. Par ailleurs, un témoin de premier plan nous laisse un témoignage précis. Bernal Díaz del Castillo, conquistador et chroniqueur, décrit avant la fuite l'instant où l'on ouvre les portes du palais d'Axayacatl. Alors, le regard se perd dans l'abondance. Pendant, diadème, parure de plumes, bouclier finement travaillé, lunule nasale, bracelet de cheville, collier. Toutefois, une fois la décision prise, tout est fondu en barres. Dès lors, le trésor change de forme, non d'essence. Et cette refonte aura des conséquences. Elle rendra l'or plus facile à empiler, mais surtout
plus difficile à abandonner. Ensuite vient l'épisode le plus sombre. Couronné dans l'adversité, Cuauhtémoc, dernier souverain mexicain, est capturé. On le torture, on lui brûle les pieds, on exige une confession. Où se cache le trésor? Selon certains, il aurait indiqué la lagune. Cependant, était-ce la vérité ou un voile jeté sur un autre lieu? Ici, rien n'est simple. D'un côté, l'idée d'un dépôt abyssal fascine. De l'autre, un soupçon persiste. Et si la plus grande partie dormait non pas sous l'eau, mais sous des couches de terre et de béton, là où s'étend aujourd'hui le centre de Mexico? À ce stade, la narration pourrait s'arrêter sur le mystère. Mais, précisément, elle rebondit sur une preuve matérielle. En effet, avançons de 4 siècles. Mars 1981, à quelques pas de l'Alameda centrale. Un ouvrier, Francisco Bautista, descend dans une fouille près du futur bâtiment de la Banque centrale. Tout à coup, à 4,8 mètres, il touche une masse dense. On la soulève. C'est un lingot, 93 kilos. La nouvelle remonte vite et, bientôt, même le président, José López Portillo, le tient en main. Officiellement, on proclame un symbole, la première preuve tangible du trésor de Moctezuma. Toutefois, à l'époque, on n'en a pas encore l'analyse fine. Par conséquent, on se contente de l'hypothèse. Puis, 40 ans plus tard, la science tranche. Effectivement, en 2020, le docteur Leonardo López Luján, directeur du projet Templo Mayor, soumet le lingot à une fluorescence X. D'abord, on détermine la signature chimique. Ensuite, on croise les résultats avec la chronologie historique. Enfin, on examine les détails d'iconographie et de provenance. Au terme de l'enquête, les données convergent. Le métal a été refondu entre 1519 et 1520, c'est-à-dire précisément au moment des événements. Autrement dit, la barre est un témoin de la transformation d'ornements mexicains en or portable par les Espagnols. De plus, un détail supplémentaire renforce l'authenticité. La largeur, 3 doigts, et une légère courbure, comme pour épouser le corps, sous la cuirasse, pendant la fuite. Par conséquent, l'objet n'est pas seulement une relique, c'est une scène résumée en métal. Dès lors, une conclusion s'impose. Le trésor de Moctezuma ne relève pas seulement du mythe. Il a laissé des preuves tangibles. Néanmoins, une question demeure, et elle s'impose avec d'autant plus de force que la preuve est solide. Si l'on a trouvé un lingot, où sont les autres? En d'autres termes, combien de barres reposent encore, peut-être au fond de l'ancien lit, ou sous les artères modernes, piégées dans des couches de boue fossilisées, de blocs éboulés, de remblais. Ainsi, le passé ne se contente pas d'une morale. Il exige une cartographie. Pour mieux comprendre l'ampleur possible des dépôts, il faut revenir au mécanisme. Premièrement, la refonte a produit des barres denses, faciles à empiler, mais extrêmement lourdes à transporter. Deuxièmement, la fuite nocturne a forcé des choix dans l'urgence. Troisièmement, les embarcations chargées ont sombré près des passages quand les structures ont cédé. Par suite, la distribution probable des masses métalliques suit les points de rupture. Pont, gué, sortie de causeway. Ainsi, si l'on voulait chercher, on ne le ferait pas au hasard. On superposerait, couche après couche, les cartes anciennes et nouvelles. Puis on suivrait le fil des anciennes passerelles. Cependant, avant d'imaginer une fouille moderne, revenons à un autre indice, maritime celui-là.
En 1976, au large de Veracruz, un pêcheur d'octopus, Raúl Hurtado, découvre, à faible profondeur, un pectoral incrusté d'or et de jadéite. Ensuite, des autorités fédérales organisent une courte campagne de plongée. Malgré une visibilité de 50 cm à peine, on remonte barres et bijoux, 2 lingots, 15 parures, des perles de céramique, 23 barres fraîchement refondues, chiffre qui, après interrogatoire, grimpe encore. Au total, 38 pièces documentées, puis un silence. Comme si la mer rendait un instant, pour mieux reprendre. Là encore, la trame se répète. Apparition, inventaire, disparition. À ce stade, on pourrait s'interroger. Pourquoi ces trésors apparaissent-ils, puis s'évanouissent-ils? D'une part, parce que les pièces remontées sont souvent dispersées, vendues ou déposées sans publicité dans des réserves. D'autre part, parce que les lieux de découverte exposés attirent convoitise et discrétion. Enfin, parce que, légalement, tout vestige archéologique appartient à la nation. Par conséquent, révéler une trouvaille peut signifier procédure, expertise, parfois saisie. Ainsi, beaucoup se taisent. Dès lors, chaque histoire confirmée suppose une multitude d'histoires tues. Revenons toutefois sur la ville elle-même. À l'époque de Tenochtitlan, le bassin de Texcoco formait un monde lacustre. Puis, peu à peu, on a asséché, canalisé, rempli. De ce fait, l'eau a reculé, tandis que la ville gagnait du terrain. Par conséquent, ce qui était autrefois voué à l'immersion a fini sous des couches d'urbanisation. En somme, si l'or dort encore, il dort parfois sous des trottoirs, entre les fondations, au pied d'arbres récents. Ce paradoxe rend sa recherche fascinante et presque absurde. On peut passer chaque jour sur une avenue sans savoir qu'à 4 mètres, la nuit de 1120 continue d'étinceler. En outre, il y a la question des témoins. Ceux qui savaient précisément où les charges ont sombré sont morts. Ceux qui ont refondu, compté, porté ont disparu. Et ceux qui plus tard ont entrevu des indices ont parfois choisi le silence. Par conséquent, la mémoire collective se recompose à partir d'archives lacunaires, de récits partiels, d'objets isolés. Dès lors, ce que nous possédons, ce sont des constellations d'indices. Or, avec une constellation, on peut tracer une figure, à condition d'accepter l'ombre entre les points. À présent, au risque de surprendre, élargissons le tableau. Car l'or perdu de la lagune n'est pas le seul trésor qui hante la mémoire mexicaine. Plus tard, pendant la Révolution, d'autres fortunes ont été enterrées, dissimulées à la hâte, par peur des pillages. Certains propriétaires ont creusé dans les cours, d'autres ont muré dans les cloisons, d'autres encore ont jeté au fond des puits. Puis, ils sont morts ou ont fui. D'où cette épidémie de caches sans héritier, de promontoires où l'on a enterré des jarres, de grottes creusées à la main. Autrement dit, l'histoire mexicaine n'aligne pas un trésor, mais une pluie de dépôts, chacun avec sa légende, ses témoins, ses fantômes. Toutefois, ceci appartient à une séquence suivante. Pour l'instant, restons sur l'axe Moctezuma-Cortelingo. Reprenons donc le fil technique de 2020. L'analyse par fluorescence X ne se contente pas d'affirmer une date. Elle dit aussi la composition, l'alliage, les impuretés, la signature du geste de refonte. D'un côté, on retrouve des traces compatibles avec l'or des parures Mexica. De l'autre, on identifie des marqueurs correspondant à des méthodes espagnoles de coulée.
En somme, un objet hybride, né d'un empire, coulé par l'autre. D'où son statut d'archive à lui seul. Ensuite, la courbure, discrète, raconte l'urgence. On plie pour cacher sous la cuirasse. Donc, on n'empile pas seulement des barres, on s'en équipe au plus près de la peau, comme une dernière duplicité. À partir de là, deux mouvements s'opposent. D'une part, la tentation romantique de croire qu'un champ entier de lingots dort intact, attendant l'exact chercheur. D'autre part, la prudence, qui rappelle la dispersion, les effondrements, le brassage des sédiments, les travaux modernes. En vérité, il est probable que certaines concentrations existent encore, localisées, piégées par des structures effondrées ou stabilisées par des couches compactes. Mais il est tout aussi probable que d'autres pièces ont glissé, se sont enfoncées, ont migré. Par conséquent, une fouille devrait être fine, multicapteur, patiente, respectueuse. Ni ruée, ni rêve naïf. Plutôt une écoute du sol. Toutefois, il reste un dernier point, presque symbolique. Au Musée national d'anthropologie, on peut voir aujourd'hui ce lingot. On peut, littéralement, se tenir face à un morceau de la noche triste. Or, ce face-à-face a une vertu. Il donne un poids réel à une histoire souvent traitée comme une légende. Éteigné par ricochet, il accrédite l'idée qu'il y a d'autres pièces, d'autres témoins disséminés sous la ville. De plus, cette matérialité éclaire un paradoxe. On cherche parfois le fabuleux trop loin, alors qu'il dort sous nos pas. En conclusion, provisoire, on pourrait dire ceci. La première barre retrouvée à l'Alameda agit comme un seuil. D'abord, elle ouvre. Ensuite, elle appelle. Enfin, elle exige. Elle ouvre la mémoire sur une scène de fuite, appelle d'autres indices à sortir de terre et exige une attention nouvelle, ni crédule, ni cynique. Car, pour reprendre, si un ouvrier a pu, par hasard, remonter près de 2 kilos d'or impérial, que reste-t-il encore à découvrir? Voilà la question qui continue de nous suivre, à chaque détour de rue, à chaque chantier qui creuse, à chaque pelleteuse qui gratte le vieux fond de la ville. Enfin, pour passer à la suite avec clarté, il convient d'articuler notre chemin. D'abord, nous avons posé le contexte de la découverte moderne et la preuve scientifique qui la rattache au XVIe siècle. Ensuite, nous avons rappelé la nuit de la fuite et la mécanique de la perte. Maintenant, il sera logique d'examiner d'autres réapparitions, marines ou terrestres, ainsi que les raisons pour lesquelles les trésors mexicains, loin d'être des contes, forment une géographie souterraine complexe. Par conséquent, dans la prochaine séquence, nous longerons les côtes de Veracruz, nous remonterons des archives et nous verrons comment, au XXe siècle, la Révolution a disséminé d'innombrables caches. Ainsi, de la lagune au désert, une même question persistera. Qui ouvrira la prochaine porte du passé? Après l'or de la lagune, la mer. Car la mer, elle aussi, garde ses secrets. En 1976, au large de Veracruz, un pêcheur nommé Raúl Hurtado descendait chaque jour ses filets pour attraper des poulpes. Rien d'extraordinaire. Le travail, la chaleur, l'eau laiteuse. Et pourtant, ce jour-là, au lieu d'une créature vivante, il remonta un éclat. Non pas de nacre, non pas de coquillage, une pièce d'or incrustée de jade. L'objet, lourd, étranger, portait une empreinte ancienne. Ainsi, par hasard encore, un homme du peuple réveillait une histoire de roi. Rapidement, l'État intervint.
3 jours d'exploration sous-marine furent organisés. La visibilité n'excédait pas 50 cm. Pourtant, chaque plongée rapportait un fragment. 2 barres, 15 ornements, des perles de céramique, des lingots encore luisants. Puis, les plongeurs remontèrent 23 autres barres, avouées sous pression après enquête. Au total, 38 pièces documentées. Ensuite, silence. Ni rapport public, ni exposition. Comme si la mer, jalouse, avait repris ce qu'elle avait consenti à montrer. Ce schéma se répète souvent. Un éclat, une lumière, puis le repli. Le Mexique semble être un théâtre d'apparition. À chaque acte, le rideau tombe aussitôt. Pourquoi ces trésors surgissent-ils, puis disparaissent-ils? D'abord, parce que ceux qui les découvrent redoutent la loi. Toute trouvaille archéologique appartient à la nation. Ensuite, parce que la cupidité attire le danger. Mieux vaut se taire que d'attiser les convoitises. Enfin, parce que le Mexique, lui-même, immense, en mutation constante, absorbe ce qu'il révèle. Les rivières changent de lit, les villes repoussent, la jungle recouvre, la mer efface. En vérité, la terre mexicaine agit comme une mémoire mouvante. Elle se souvient, mais à sa manière, en effaçant pour protéger. Et pourtant, un autre fil mène plus loin, celui du Nord, celui du désert. Là, ce n'est plus l'époque des conquistadors, mais celle des révolutions. Nous sommes en juillet 1923, à Hidalgo del Parral, Chihuahua. Il est midi. Francisco Villa, que tous appellent Pancho, roule dans son automobile. L'assaut est rapide, précis, irrévocable. 9 balles. L'homme tombe, le mythe commence. L'État triomphe, croit-on. Mais une question demeure. Qu'a-t-il emporté dans la tombe? Pancho Villa n'était pas seulement un chef militaire. C'était un collecteur d'argent, un redistributeur brutal, un homme de guerre et de butin. On raconte qu'il cachait des lingots, des caisses pleines de pesos, parfois même des bijoux confisqués aux hacendados. Certains parlent de 7 millions de pesos enterrés dans des coffres de bois. D'autres évoquent des barres d'argent numérotées, fondues dans les mines du Chihuahua. Peu importe la version, toutes convergent vers un point. Villa possédait un trésor. Et ce trésor, nul ne sait où il gît. Les témoignages abondent. Un vieil homme, ancien combattant de la division del Norte, exilé aux États-Unis, confessa avant de mourir que Villa avait ordonné d'enfouir l'or dans les contreforts d'une colline près de Parral. On y aurait déposé 122 lingots d'argent, un demi-million de pièces d'or et plusieurs millions en bijoux. Ensuite, pour effacer la trace, les hommes qui avaient creusé furent exécutés et ensevelis dans la même fosse. Ainsi, aucune bouche ne resta pour trahir l'endroit. Des tombes sans or, mais pleines de silence. Au milieu des années 1920, des fosses furent bien découvertes. On y trouva des restes humains, mais aucune pièce métallique. Était-ce ailleurs? Était-ce déjà pillé? Personne ne le sut jamais. Et l'on comprend pourquoi, depuis, la rumeur de Pancho Villa traverse le temps. Car ce n'est pas seulement l'idée d'un trésor, c'est l'écho d'une époque où la richesse et la mort voyageaient ensemble. La révolution mexicaine fut une explosion de fer, mais aussi une épidémie de peur. Les familles riches, pour fuir les pillages, enterrèrent leurs biens. Les lingots descendaient dans les caves. Les bijoux disparaissaient sous les dalles. Les pièces s'enfouissaient au fond des puits. Certains cachaient leurs coffres sous les latrines. D'autres les scellaient dans les murs des haciendas. Puis, les révoltes passaient.
Les propriétaires mouraient, les héritiers s'exilaient. Résultat, une mosaïque de caches sans clé. Le pays tout entier se couvrit d'or muet. Dans les villes comme Torreón, Durango, Zacatecas, des fouilles accidentelles continuent d'en révéler des fragments. Une jarre, un coffre, un sac de pièces coloniales. Les habitants racontent encore. Mon grand-père a trouvé des pesos d'argent en labourant. Un maçon a déterré une boîte en travaillant dans une cour. Ces récits ne sont pas des contes. Ils forment un deuxième Mexique, souterrain, parallèle au visible. Sous les maisons neuves, des fortunes du passé respirent encore, invisibles mais réelles. Les historiens, eux, enregistrent le phénomène. Carlos Castañón, spécialiste de la région de La Laguna, affirme qu'une véritable mythologie s'est construite autour des butins de villas. Selon lui, la révolution a laissé des traces physiques. Tunnels effondrés, cavités murées, puits comblés. Les cartes locales mentionnent des ranchos del oro, des cañadas de plata. Parfois, les noms de lieux sont des aveux. La Colina Dorada, la Val de los Muertos. Coïncidence? Pas vraiment. Les toponymes sont des cicatrices de mémoire. Un détail souvent ignoré ajoute à la vraisemblance. Les révolutionnaires enterraient vite. Par crainte des poursuites, ils choisissaient un des repères simples. Un grand cactus, un rocher isolé, un vieux mur. Ces marqueurs, aujourd'hui, ont disparu ou changé. Certains cactus ont été arrachés, d'autres champs transformés en lotissements. Les indices s'effacent, mais la rumeur persiste. On dit que, près d'Eagle Hill, plusieurs dépôts auraient été découverts, des sacs de pièces coloniales, mais que la majorité serait restée au sol, introuvable malgré les détecteurs modernes. Et, comme toujours, le sacré s'invite dans le réel. Dans les campagnes, on raconte que les trésors sont gardés par des esprits. Un cavalier spectral, le fantôme de Villa, des soldats de la division del Norte. Parfois, des feux dans la nuit indiqueraient l'endroit exact. D'autres disent qu'au moment d'approcher, la terre tremble, la lumière s'éteint, l'or devient charbon. Ces légendes ne sont pas seulement de la peur. Elles sont aussi une façon de protéger ce qui reste. Ainsi, la superstition devient garde-fou. Le cas le plus célèbre est celui d'un certain Don Pedro, paysan de San Pedro de las Bandurrias. Un soir, dérangé par les moustiques, il alluma un feu. Au loin, il vit une lueur faible, persistante. Il s'en approcha, creusa de ses mains. La terre brillait, sablonneuse, dorée. Il creusa, encore et encore, jusqu'à s'évanouir de fatigue. À son réveil, le trou n'était plus qu'un amas de cendres. L'or s'était changé en charbon. Depuis, les anciens répètent « Ce qui n'est pas destiné à toi disparaît ». C'est une morale simple, mais implacable. Pourquoi ces histoires perdurent-elles? Parce qu'elles contiennent une part de vérité. Le Mexique regorge de preuves archéologiques, pièces, lingots, documents. Pourtant, très peu sont officiellement répertoriés. D'une part, les lois dissuadent les découvertes privées. D'autre part, les chercheurs craignent les confiscations. Trouver un trésor, c'est souvent signer sa perte. Ainsi, les trouvailles se taisent, les témoins disparaissent et la légende prend le relais. De plus, la transformation du territoire complique tout. Le lac Texcoco a été asséché, la capitale a grandi sur son lit. Ce qui fut lagune est devenu trottoir. Les rivières ont été détournées, les haciendas rasées. Autrement dit, les cartes anciennes ne correspondent plus à rien.
Les trésors sont là, mais la carte, elle, s'est effacée. Et sans carte, la quête devient aveugle. Ensuite, la mort a clos les bouches. Cuauhtémoc était mort sous la torture, Villa sous les balles, les propriétaires sous les flammes. Chacun a emporté sa parcelle de secrets. Les connaissances se sont dissoutes avec les corps. Il ne reste que des indices dispersés et la certitude que le Mexique marche sur sa propre richesse. Enfin, il y a la loi moderne. Toute découverte historique appartient à la nation. En théorie, c'est noble. En pratique, c'est un labyrinthe administratif. Celui qui découvre doit déclarer, attendre, prouver, souvent renoncer. Certains sont menacés, d'autres corrompus. Dès lors, la majorité préfère le silence. Peut-être, d'ailleurs, certaines familles vivent-elles aujourd'hui de fortunes déterrées en secret. Un héritage discret, jamais avoué. Si tu traverses le centre historique de Mexico, tu marches littéralement sur des tonnes d'or aztèque. Et si tu voyages vers le nord, tu passes au-dessus de grottes pleines des bars de Pancho Villa. Chaque hacienda ancienne a peut-être un mur creux, une dalle crevée, un coffre oublié. Les trésors du Mexique ne sont pas des mythes. Ce sont des chapitres d'histoire, confirmés par des preuves. La barre d'or de l'Alameda en est la démonstration matérielle. Elle prouve que tout le reste est plausible. Alors, combien d'or encore? Combien de fortunes attendent sous 5 mètres de terre? Combien de secrets gisent dans des tombes sans croix, emportés par ceux qui ont préféré mourir que parler? Peut-être des milliers. Et chaque année, quelque part, une pelleteuse, un orage ou un simple hasard dévoile un fragment de cette richesse engloutie. Les archéologues le savent. Il ne s'agit pas de croire, mais d'écouter le sol. Sous chaque pas, le Mexique chuchote. Les pierres gardent la mémoire du feu. Les rivières conservent la trace des métaux. L'histoire n'est pas morte. Elle respire lentement sous la poussière. Et un jour, peut-être, quelqu'un d'autre, comme Francisco Bautista, plantera sa pelle dans la terre et ramènera à la surface un éclat de nuit, un morceau de trésor, un souvenir d'empire. Mais avant ce jour, une chose est sûre. Tant que la terre tremblera, tant que les hommes rêveront d'or, le Mexique restera un pays de trésors cachés entre la lumière et l'oubli. La terre du Mexique n'est pas seulement riche en métaux, elle est saturée d'histoire. Certaines sont archéologiques, d'autres spirituelles. À mesure que l'on creuse, on passe du réel au sacré, sans savoir où s'arrête l'un et où commence l'autre. Chaque colline, chaque vallée a sa rumeur. Quelque part, un coffre, une lueur, un fantôme. Commençons par ces feux étranges. Dans les zones rurales, surtout dans le centre et le nord, des paysans racontent encore qu'à la tombée de la nuit, on voit parfois de petites flammes bleues danser sur la terre. On les appelle luces de Oro. Elles indiqueraient l'endroit exact où un trésor repose. Mais attention, approcher sans respect, c'est risquer la malédiction. Car, dit-on, les trésors sont gardés par les âmes de ceux qui les ont enterrés, souvent dans la peur ou la faute. Un vieil homme de Zacatecas résumait ainsi : « Ce n'est pas l'or qui est maudit, c'est la peur qu'il porte. Et cette peur traverse les générations. Elle maintient la distance entre les vivants et la richesse enfouie. À chaque tentative de fouille clandestine, un éboulement, un accident, un malaise. Le paysan referme la terre et jure de ne plus recommencer. Mais il faut être lucide. Derrière la superstition,
il y a aussi la géologie. Le Mexique repose sur des couches mouvantes, des cavernes instables, des sables gorgés de humus. Enterrer de l'or ici, c'est parfois le condamner à disparaître par les lois de la nature. Ce que les anciens appellent le sort, les géologues nomment subsidence. Pourtant, les deux langages racontent la même chose. La Terre avale ce qu'on lui confie. En 1995, à proximité de Morelia, une équipe d'archéologues creusait pour un aqueduc colonial. Ils ont découvert une voûte scellée contenant des poteries et des fragments de métal. L'analyse révéla un alliage or-argent daté du XVIIIe siècle. Aucune inscription, aucun nom. Peut-être le reste d'un dépôt dissimulé pendant les guerres d'indépendance. Encore une fois, l'histoire surgit au hasard d'un chantier. Et c'est cela, la constante mexicaine. Le passé n'est pas enfoui très loin. Un coup de pelle et le temps s'ouvre. Les ouvriers, les paysans, les enfants deviennent sans le vouloir les héritiers d'un empire. Pour comprendre cette obsession du trésor, il faut revenir à la psychologie du pays. Le Mexique est né de la collision entre deux visions du monde, celle européenne qui mesure, catalogue, possède, et celle indigène qui relie, enterre, transforme. L'or des Espagnols devait briller, celui des Mexicains devait nourrir les dieux. Ainsi, l'objet même de la convoitise a changé de sens. Pour les uns, richesse, pour les autres, offrande. Lorsque ces deux logiques se sont affrontées, elles ont laissé dans le sol un chaos de valeurs et de symboles. Et ce chaos continue d'agir. Aujourd'hui encore, chaque trouvaille divise. Faut-il la donner à l'État, au musée, ou la garder comme talisman? L'ouvrier qui découvre un bracelet au fond d'une tranchée hésite. L'offrir, c'est risquer l'oubli. Le garder, c'est défier la loi. Entre ces deux gestes, il choisit souvent le silence. Les musées mexicains conservent pourtant des preuves. Bijoux, masques, figurines, lingots. Chaque vitrine est une confession de la terre. Devant la barre d'or trouvée en 1981, les visiteurs restent immobiles. Certains murmurent une prière, d'autres imaginent les cris de la fuite. L'objet devient un miroir. On y voit l'ambition, la peur, la chute. Mais la quête ne s'arrête pas aux vitrines. Depuis les années 2000, des équipes pluridisciplinaires cartographient les zones probables de dépôt. Elles croisent images satellites, archives coloniales, relevés géophysiques. Les résultats confirment une intuition. Les trésors ne sont pas des points isolés, mais des réseaux. Autour du lac Texcoco, autour de Parral, autour de Torreón, des alignements d'anomalies magnétiques révèlent des cavités artificielles. Certaines explorations privées, non autorisées, ont filmé des couloirs effondrés contenant des fragments de céramique et des objets métalliques. Rien d'officiel, mais assez pour nourrir la fièvre. Dans les forums en ligne mexicains, on échange des coordonnées, on superpose des cartes anciennes, on relit les chroniques de Bernal Diaz, on commente les photos satellites de Google Earth. Ce n'est plus une chasse au trésor, c'est une archéologie populaire, une passion nationale entre science et mythe. Pourtant, le vrai trésor du Mexique n'est peut-être pas dans le métal, mais dans cette obstination à chercher. Chaque génération creuse un peu plus profond, pas seulement dans la terre, mais dans la mémoire. Trouver de l'or, c'est se confronter à la question: que ferions-nous si nous le tenions? Les Espagnols y ont perdu des hommes, les révolutionnaires, leurs idéaux. Et nous, perdrions-nous notre calme, notre foi ou notre histoire? À ce stade du récit,
le fil historique se mêle au spirituel. Des prêtres affirment que certains dépôts n'étaient pas de simples caches, mais des offrandes. Creuser sans rite, disent-ils, revient à profaner. C'est pourquoi tant de chercheurs disent avoir senti des malaises, des vertiges, des rêves étranges après leur fouille. Le trésor n'est pas seulement une promesse de richesse, c'est un seuil. Et franchir un seuil demande du respect. Dans un village du Michoacán, une tradition subsiste. Avant toute excavation, on verse un peu de mescal sur le sol et on murmure « Perdonam, tierra ». Ce geste simple résume des siècles de sagesse. La terre ne rend que ce qu'on lui demande avec humilité. Mais la modernité, elle, avance vite. Les machines personnent, les autoroutes coupent les collines. Chaque année, des découvertes accidentelles apparaissent sur les chantiers. Poteries, ossements, bijoux. Les ingénieurs appellent l'Institut national d'anthropologie qui consigne, classe, referme. Les objets partent vers les laboratoires, les travaux reprennent et la vie continue comme si rien ne s'était passé. Pourtant, sous l'asphalte, l'ancien Mexique continue de battre. Certains chercheurs affirment que plus de 70% du patrimoine enfoui reste inconnu. C'est vertigineux. On pourrait reconstruire une histoire entière avec ce qui dort encore. Mais peut-être est-ce justement cela, la beauté du pays. Il garde son secret. Les films documentaires aiment les réponses. Pourtant, ici, la force du récit tient à la question non résolue. Le trésor de Moctezuma, l'or de Pancho Villa, les lingots de Veracruz, les caisses des Hacendado. Existent-ils encore? Oui, sans doute, mais leur fonction a changé. Ils ne sont plus à trouver, ils sont à raconter. À chaque génération de conteurs, le mythe se transforme en miroir du présent. En 2020, un jeune cinéaste a déclaré « Chercher l'or du Mexique, c'est chercher ce qu'on a perdu de nous-mêmes ». Cette phrase dit tout, car sous la couche d'aventure se cache une autre quête, celle de l'identité. Le trésor n'est plus un coffre, mais un lien entre les temps. Alors, que reste-t-il à faire? Peut-être écouter. Écouter la pluie frapper la terre, les rumeurs du vent dans les collines. Sous ce bruissement, quelque chose parle encore. Un peuple, une mémoire, une promesse. Et si, un jour, quelqu'un retrouvait le grand trésor de Moctezuma, que deviendrait-il? Serait-il exposé derrière du verre, étiqueté, compté? Ou rendrait-on hommage à ce qu'il symbolise? La rencontre tragique entre la grandeur et la perte, on ne sait pas. Mais l'idée même de cette découverte suffit à nourrir les rêves. Dans la nuit mexicaine, il y a toujours une lumière. Celle d'une pelle qui frappe un caillou, d'un pêcheur qui aperçoit un éclat dans la vase, d'un paysan qui croit voir une flamme sur sa colline. Ce sont de petites étincelles d'histoire. Et chacune rappelle que, tant qu'il y aura des hommes pour chercher, le passé refusera de se taire. Alors, si vous passez un jour par l'Alameda centrale, arrêtez-vous un instant. Regardez le sol. Sous vos pieds, à quelques mètres seulement, repose peut-être un fragment de l'Empire. Et écoutez, la ville, en silence, vous le murmure déjà. Car ici, entre la poussière et la lumière, entre la légende et la science, le Mexique garde encore ses trésors oubliés. Et peut-être, un jour, l'un d'eux vous appellera par votre nom.